Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Tanguy Taquet, je suis leader produit chez Boulanger. Donc ça fait 3 ans et demi que je suis chez eux et je suis aujourd'hui en charge d'une partie du front du futur site boulanger.com qui est déjà en ligne mais pour 1% du trafic sur lequel on fait monter du trafic progressivement et que vous pourrez découvrir prochainement à la rentrée, on va dire, et sur la fin d'année. Et donc, c'est moi qui ai eu la charge de lancer le projet Accessibilité l'an dernier avec Hélène Hoguel chez Boulanger, qui est responsable du pôle UX/UI. Je te laisse la main, Maëlys. Maëlys Boitiot, je suis consultante en accessibilité chez Urbilog. Je suis arrivée il y a 2 mois maintenant déjà. Avant, je travaillais sur l'accessibilité, mais côté client. Et puis, je connais bien Boulanger, puisque ça fait déjà un moment qu'on travaille avec eux sur le sujet. Donc, merci à Tanguy d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, Mathieu Froidure, je suis l'un des fondateurs de Urbilog, qui est une société spécialisée sur l'accessibilité numérique et qui travaille sur le sujet depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc on accompagne principalement des grands groupes dans le monde bancaire, l'assurance, le transport et évidemment le retail. Je propose de démarrer du coup cette session. Alors l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de prendre un aspect spécifique de l'accessibilité numérique, parce qu'il y a plein de sujets qu'on pourrait traiter. L'idée aujourd'hui, c'est d'identifier quelles sont les clés que l'on a lors d'une refonte d'un site internet, en l'occurrence marchand, sur le e-commerce, et tous les sujets d'accessibilité numérique. La première partie, déjà, c'est peut-être avant tout, c'est de définir ce qu'est l'accessibilité numérique. Alors en fait, il y a toujours 2 aspects dans l'accessibilité numérique. Vous avez les aspects légaux, liés notamment au référentiel, et on va aussi aborder un second aspect qui est les aspects d'usage, qui sont pour moi extrêmement importants. Alors quand je me suis présenté fondateur d'Urbilog. J'ai aussi un autre élément, c'est que je suis en fait moi-même en situation de handicap. Et en fait, tous les jours, je suis confronté à ces besoins d'accessibilité. Et donc, on abordera le sujet effectivement sur ce que revêt en fait la problématique de l'accessibilité numérique pour des personnes qui, comme moi, sont aveugles. Alors, la première partie, c'est le fait, qu'est-ce qu'est l'accessibilité numérique? Alors, vous avez une très belle définition que vous pouvez trouver sur Internet de Tins Bernelli qui va définir en fait l'accessibilité selon 2 axes. Le premier axe correspond à la capacité que l'on a à utiliser nos ressources. Donc, ça peut être des ressources, on va dire, Internet directement, mais aussi des ressources type un écran, un clavier, une souris, ce genre de choses. Et on a aussi tout un aspect d'outils que l'on va utiliser. Alors, outils, ça peut être des outils physiques, mais ça peut être aussi des outils logiciels. Typiquement, dans mon quotidien, j'utilise ce qu'on appelle une synthèse vocale, un outil d'assistance. Et donc, voilà, ça, c'est un élément important. C'est que quand on parle d'accessibilité, c'est vraiment la capacité à utiliser les différents services numériques, les informations. En termes de référentiel, aujourd'hui, vous avez une loi française qui a créé un référentiel qui s'appelle le RGAA, référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, qui est basé en fait sur le référentiel international en fait, qui est en fait le guide de tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'accessibilité, qui s'appelle les WCAG. En anglais, ça signifie Web Content Accessibility Guidelines. Et donc, en fait, le RG2A et les WCAG, en fait, sont quasiment identiques en termes de contenu. Le RG2A est plus une méthodologie et vous donnera beaucoup plus de ressources et de méthodes, de critères, entre guillemets, que les WCAG en tant que tels, puisqu'en fait, ils vont préciser un certain nombre de choses. Ce n'est pas le nombre de critères qui va changer, mais c'est vraiment la précision. Et donc, du coup, c'est vraiment une bible sur l'accessibilité. Quand on travaille sur l'accessibilité, donc on se base effectivement sur un référentiel international et national en France. Et aujourd'hui, par rapport à la loi française, l'ensemble des structures publiques et, vu qu'on parle de site e-commerce, toutes les structures privées
de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ont aujourd'hui 3 obligations. La première, c'est d'auditer en fait leur site et de faire des déclarations d'accessibilité. Une déclaration d'accessibilité, c'est en fait de dire voilà, mon site est accessible à X% en fonction du référentiel RG2A. La deuxième obligation, elle réside à réaliser un schéma pluriannuel sur 3 ans et décrivant l'ensemble des actions que la société va mener pour pouvoir améliorer l'accessibilité digitale de son écosystème global, c'est-à-dire pas uniquement le site internet, mais aussi tous ces sites intranet, et de dire voilà, exactement sur 3 ans, que vais-je faire? Évidemment, il faut le répartir sur chaque année, donc plan par plan. Donc chaque année doit être écrit un plan et donc avoir un schéma sur 3 ans. Ça, c'est la deuxième obligation. La troisième obligation, c'est de nommer au sein de l'entreprise un référent accessibilité. Un peu comme on a aujourd'hui pour d'autres sujets comme la sécurité, ou on peut avoir aussi sur le SEO, ce genre de choses, on a en fait des référents qui sont souvent les DPO aujourd'hui. Et donc voilà, ça c'est vraiment la troisième obligation. Ce que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est toute la partie d'usage. Ce qui est important aussi de comprendre, notamment quand on parle de site internet, e-commerce, c'est tout ce que ça revêt aujourd'hui au niveau des besoins des utilisateurs. Il faut bien imaginer que je ne suis pas du tout le seul à être en situation de handicap. Aujourd'hui en France, on est à peu près 12 millions de personnes handicapées qui, de plus en plus, vont utiliser l'environnement digital. Alors notamment avec les événements que l'on a aujourd'hui, je pense notamment au Covid, c'est évidemment une ressource qui est pour nous extrêmement importante. Et le réflexe d'aller chercher, à aller commander en ligne des articles sur Internet ou via son mobile, bah, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et la meilleure façon d'implémenter l'accessibilité, au même titre, si je veux faire un parallèle, quand on construit une maison, bah, la meilleure façon d'implémenter l'accessibilité d'une maison, c'est de le faire tout au début, dès la conception. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous décrire aujourd'hui dans ce webinaire, c'est de montrer les clés que l'on a quand on est en conception. Sachez juste que, évidemment, les besoins des utilisateurs sont là et qu'il y a énormément de personnes qui sont en attente. Alors, je vais juste vous donner mon ressenti par rapport à ce que nous permet aujourd'hui l'accessibilité, c'est-à-dire à la fois c'est une formidable opportunité pour des personnes comme moi en situation de handicap, tout simplement de pouvoir vivre et de devenir des consommateurs, mais c'est aussi souvent un grand frein parce qu'aujourd'hui, de mon avis personnel, on a à peu près 15% des sites qui sont accessibles et à peu près 30% des applis. Donc voilà, globalement, une petite présentation rapide de ce qu'est l'accessibilité aujourd'hui, à la fois sur un plan légal, mais aussi sur la notion d'usage, le fait qu'il y a énormément de besoins aujourd'hui, et les utilisateurs qui sont en situation de handicap sont aujourd'hui extrêmement demandeurs d'avoir notamment des sites e-commerce plus accessibles. Maëlys, je te laisse la main. Merci Mathieu pour cette présentation de l'accessibilité. Alors maintenant qu'on sait ça, vous devez peut-être vous dire, ok, je comprends le sujet, je comprends mieux les enjeux qu'il y a derrière. Maintenant, c'est pas forcément facile à mettre en place. Peut-être que ça me paraît être une montagne, par quoi je commence, ouais, vous êtes peut-être un peu perdu. Déjà, dites-vous, le but, c'est pas d'être accessible à 100% dans 2 mois. Ça va être progressif, ça va être un fil rouge à mettre en place, mais voilà, déstresser là-dessus, c'est un truc qui se fait dans le temps. Donc, je vais laisser la parole à Tanguy, qui travaille donc chez Boulanger, comme il a dit, qui va nous raconter comment ça s'est passé pour lui, pour les équipes Boulanger, pour intégrer l'accessibilité. Je pense que son témoignage, il est très intéressant parce que Boulanger, c'est quand même une grosse boîte avec beaucoup de process qui peuvent être un peu lourds, etc. Donc on peut se dire, ça a été un peu dur, peut-être que ça a pris du temps. Et je vais laisser Tanguy nous démontrer que, spoiler alerte, non, c'est pas forcément si compliqué, et nous dire comment il a fait chez Boulanger. Vous m'entendez bien? Nickel. Ok, super. Alors effectivement, j'ai découpé mon intervention en plusieurs petits points. Le premier, c'est autour de la découverte du sujet de l'accessibilité. Je ne vous le cache pas, il y a forcément beaucoup d'appréhension à la découverte du sujet.
C'est un sujet qu'à titre personnel, je ne connaissais pas du tout. C'est un sujet légal sur lequel on a une contrainte de deadline assez forte. On se parlait d'octobre 2020 pour nos sites desktop et mobiles, de juillet 2021 pour les applications mobiles. Et on se rend compte que c'est un projet d'envergure qui va concerner non seulement les sites dédiés à nos clients, mais aussi tous nos outils collaboratifs internes. Et quand on commence à se plonger dans les règles du RG2A qui sont drastiques, ça paraît vite inatteignable. Et c'est autant de raisons qui font qu'on peut prendre vraiment peur au départ sur ce sujet accessible. Heureusement pour nous, Urbilog a un petit peu désacralisé tout ça et puis nous a aidé à définir nos priorités. Et la définition de ces priorités, c'est forcément une étape importante dans la réussite de ce projet. On ne peut pas partir tête baissée en se disant bon, bah, on va rendre accessibles nos apps, nos sites desktop et mobile, nos outils internes. C'est un chantier beaucoup trop important. Et donc nous, on a assez vite décidé de se concentrer d'une part sur nos sites desktop et mobile, sur lesquels naviguent nos clients, et d'autre part sur le site qu'on appelle notre front commerce, qui est en fait le site qu'utilisent nos vendeurs en magasin. Le timing était le bon pour nous, car on était en pleine refonte sur ces différents fronts, et on a donc eu la chance de partir d'une page presque blanche, entre guillemets, pour attaquer ce chantier accessibilité. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir dans nos équipes UI, UX et développeurs des personnes qui avaient déjà une connaissance du sujet et une véritable appétence pour ce sujet-là. Avant de se lancer vraiment dedans, donc d'avoir des maquettes accessibles, de coder accessible, on a une étape vraiment primordiale dans le projet qui a été de sensibiliser et former. Très rapidement en interne, chez Boulanger, on a eu une volonté forte de nos départements digitaux et care d'aller au-delà du simple aspect légal sur l'accessibilité. On a vraiment voulu en fait aller au-delà de la déclaration d'accessibilité et du lien dans le footer. On s'est réellement posé ensemble en se disant comment demain on peut offrir aux personnes en situation de handicap une expérience de navigation fluide chez Boulanger. Et on était assez convaincus que l'accessibilité devait intégrer nos process de développement pour devenir une démarche pérenne, durable, au même titre que le SEO ou que la web performance aujourd'hui. Hop. Je quitte ça. Excusez-moi. Alors, pour cela, on a d'abord mis en place des sessions de sensibilisation en visio, Covid oblige. Et l'objectif de ces sessions était de faire découvrir l'accessibilité, ses enjeux, ses opportunités et ses champs d'application. Sur ces sessions de sensibilisation, on a visé plutôt un public large, donc les managers, les leaders produits, vraiment la hiérarchie, on va dire. Et c'est une phase primordiale du projet qui permet à chacun de se sentir concerné. Leader, manager, développeur, designer, et ça que ce soit côté DSI ou côté métier. Et avec ces sessions de sensibilisation, en fait, votre sujet accessible, il est désormais visible, il est connu de tous, il a des sponsors qui sont forts, et ça permet, voilà, d'avancer plus facilement, d'ouvrir des portes, entre guillemets. Ensuite, on a organisé des sessions de formation, toujours à distance, où là, on faisait monter en compétences les développeurs, les équipes en charge de l'animation commerciale et les UI UX. Donc, autrement dit, on vient former ceux qui, demain, veilleront quotidiennement à la mise en place et au respect des normes accessibles sur les sites et applications de Boulanger. Et ça permet aussi de prendre le sujet comme une opportunité plutôt que comme une contrainte, en se disant, coder accessible, au final, ça va être définir un cadre pour toutes nos équipes de dev, se donner des normes, des règles communes, et grâce à l'accessibilité, notre code aujourd'hui, il est plus lisible, plus maintenable et quelque part aussi plus performant. Une phase très importante aussi de ce lancement de projet, chez nous, ça a été le fait d'auditer
donc réaliser un audit de nos sites desktop et mobile. C'était presque un deuxième top départ entre guillemets du projet. Et donc ça a été réalisé entre octobre et novembre. Et ça nous a permis d'abord de voir où on en était sur le sujet, quel était notre taux de conformité accessible. Ça nous a aussi permis de récupérer une liste de quick wins ou gains éclairs identifiés par Urbilog lors de l'audit, accompagnés de nombreuses préconisations à mettre en œuvre pour optimiser justement l'accessibilité sur nos sites desktop et mobile. Et c'est cette liste qui nous a permis de construire une première roadmap accessible. Donc on était, nous, à 54% de taux de conformité accessible sur nos sites desktop et mobile à fin novembre. Et depuis, on travaille donc sur ces gains éclairs identifiés lors des audits. Et tous les points qu'on travaille actuellement devraient nous permettre d'atteindre un taux de conformité proche de 80% sur nos 2 devices. Ces chiffres-là, on les a obtenus entre guillemets, le fait de partir presque d'une page blanche, forcément, ça nous a aidés. Si on auditait notre site actuel, donc notre legacy sur lequel vous pouvez naviguer aujourd'hui, on n'aurait certainement pas ce taux de conformité accessible. Le fait d'être déjà dans un projet de refonte technique et graphique et d'entamer directement l'accessibilité nous a forcément favorisé. Dans les différents points, en fait, disons, d'organisation ou facteurs clés de succès que j'ai pu identifier et que je peux vous retourner aujourd'hui, le premier pour moi vraiment, c'est de sensibiliser pour mobiliser. Donc, c'est vraiment important que le sujet soit visibilisé et que tous les services se sentent acteurs. De notre côté, on a par exemple été jusqu'à travailler avec la marque pour définir une vraie charte graphique web accessible, alors qu'au début, on s'est dit mais ça, c'est impossible, notre orange et notre bleu, ils ne sont pas accessibles, tant pis, la marque ne voudra jamais changer. Et au final, ça a été super simple. Pourquoi? Parce que c'est des acteurs qu'on a embarqués très vite dans le projet, qui se sont sentis concernés, aussi motivés que nous. Et voilà, on a mis ça en place assez facilement au final. Ensuite, il y a un deuxième point important, c'est de prioriser et itérer. Il ne faut pas se mettre en tête que l'objectif, c'est d'être accessible à 100% sur tous les devices et tous ces outils tout de suite. Un, ça me semble inatteignable. Et deux, en fait, pour moi, l'intérêt de ce projet, c'est non pas de viser le 100%, mais c'est d'arriver à intégrer l'accessibilité dans ses process au même titre que de la web performance ou du SEO, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand je vais développer une user story, aujourd'hui, avant de mettre en place une feature en ligne ou une user story, évidemment, on la fait relire à une personne en charge du SEO pour être sûr que on ne va pas foutre en l'air tout notre travail de référencement. Demain, c'est en plus du SEO, s'assurer auprès des bonnes personnes que l'accessibilité est bien présente dans ma user story ou dans ma page d'animation commerciale. Oui, c'est bon, tu peux y aller, on peut l'intégrer, etc. etc. Et au même titre que les bonnes pratiques web perf. Donc voilà, faut pas viser le 100%, c'est mon ressenti que je vous donne. C'est vraiment faire en sorte de faire entrer, entre guillemets, l'accessibilité dans toutes les têtes et que ça devienne un process inhérent, quelque chose d'intégré dans nos process, quoi. Je pense que si on en a l'occasion, il faut aussi s'organiser en conséquence. Nous, côté front digital, donc comme je vous le disais en préambule, on travaille sur nos 2 futurs sites desk et mobile. On est organisé, on a une équipe en charge de la navigation, donc tout ce qui est catalogue, fiches produits, page liste, etc. Une équipe qu'on appelle Omnimark, qui gère plutôt toute la partie animation commerciale. Une équipe spécialisée sur le tunnel de commande, une équipe sur la partie espace client. Et on a une dernière équipe, qui est notre équipe transverse, et qui prend en charge les sujets comme la web perf, l'adaptatif, le responsive, et donc l'accessibilité. Alors, ce n'est pas elle qui développe toutes les user stories liées à l'accessibilité,
mais elle veille à ce que chaque équipe front prenne bien en compte l'accessibilité dans ses US. C'est un peu un garde-fou, entre guillemets, et puis ceux aussi qui vont rappeler quotidiennement, lors des sprint planning, lors des démos, qui viennent toquer à notre porte en disant « Attention, il y a un peu de web perf, il faut faire gaffe, attention, est-ce que tu as pris en compte l'accessibilité dans ton US ?» Voilà, donc ça, c'est une chance d'avoir une équipe comme ça chez nous, et je les remercie. On a eu, nous, la chance d'être bien entourés avec Hélène, avec qui on a mené le sujet. Tout simplement parce que Hélène et moi, faut être honnête, on n'y connaissait rien. Mais on avait à côté de nous, côté UI, Antoine, qui avait de grandes connaissances sur le sujet et qui fournissait déjà quelques recos dans ses maquettes accessibles. Et en plus de ça, en face, on avait une équipe de développeurs. On avait vraiment plusieurs devs identifiés et qui étaient aussi demandeurs d'aller sur ce sujet de l'accessibilité. Et enfin, le dernier point, et aussi un point très important, c'est le fait de se faire accompagner. Pour nous, l'accompagnement d'Urbilog a été important avant pour présenter, désacraliser le sujet et nous aider à prioriser. Pendant, pour sensibiliser, former, auditer, nous envoyer des précos. Et puis après, je dirais, ou encore maintenant, pour continuer à nous épauler, répondre à nos questions et voir ce qu'on peut faire plus tard pour intégrer l'accessibilité dans nos process. Donc aujourd'hui, on s'est créé un petit canal Slack entre nos développeurs, nos UI et puis les développeurs et UI côté Urbilog. Et demain, il faut qu'on arrive à travailler ensemble comment on intègre l'accessibilité encore plus dans nos process. Elle est déjà bien ancrée dans nos maquettes sous la forme du wiki, toute page référente. Elle est déjà bien ancrée dans nos user stories où elle s'inscrit en fait dans la definition of ready d'une US. Et il faut qu'on voit si on peut travailler par exemple à l'intégrer dans nos tests automatiques. Donc c'est un des sujets qu'on doit aborder. Faut qu'on travaille aussi ensemble à la construction, la rédaction de notre schéma pluriannuel. On doit aller sur les apps. Et puis après, il faudra qu'on travaille aussi sur tous nos outils collaboratifs. Donc l'accessibilité chez Boulanger, c'est un projet qui est loin d'être fini. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de projet? Est-ce qu'on peut parler de fin là-dessus? Pour moi, je le compare souvent au SEO. Le SEO, ce n'est pas un projet one-shot. Je pense que l'accessibilité, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est quelque chose qui va continuer à nous animer, nous faire grandir chez Boulanger, nous, nos collaborateurs, nos clients. Voilà. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se dire ça y est, je lance la démarche et dans 6 mois, mon site est accessible à 100%. C'est plus comment j'intègre cette notion-là, cette bonne pratique de code au final, dans mes process au quotidien, dans mes maquettes, etc. Voilà. Merci Tanguy, c'était fort intéressant, très instructif. Donc si je résume, si on devait se faire une petite to-do, si demain vous devez et vous voulez commencer à travailler sur l'accessibilité, par quoi démarrer? Donc on s'est parlé de sensibilisation, donc ça c'est hyper important pour faire connaître le sujet, évangéliser, impliquer les gens, parce qu'il faut que toutes les personnes qui seront touchées de près ou de loin par le projet, elles sachent pourquoi elles doivent le faire. Sinon, elles le font pas forcément ou elles traîneront un peu des pieds. Donc c'est hyper important de faire ce boulot-là en amont. Ensuite, on a parlé aussi des formations, où là, on va rentrer dans le vif du sujet, former les différents métiers, voir qu'est-ce qu'ils doivent changer dans leur quotidien pour venir intégrer cette brique accessibilité en plus. Et puis aussi, du coup, s'appuyer sur les documents que Urbilog ou une autre société peut fournir, donc les audits, les rapports détaillés pour aller identifier des quick wins, des gros points bloquants qu'on pourrait résoudre assez vite, et puis surtout derrière prioriser, dispatcher le travail dans les équipes, suivre l'avancement, parce que comme on l'a dit, c'est un travail dans le temps. Mais pas un one-shot, donc c'est hyper important d'avoir ce suivi. L'audit, c'est vraiment un document de travail, c'est pas du tout un document qui est figé, qu'on vous envoie une fois et qui part dans les archives.
Il faut vraiment s'appuyer là-dessus pour avancer. En tout cas, ça aide beaucoup les sociétés de s'aider de ces audits. Et ne pas oublier aussi d'inclure tous les gens qui, déjà au quotidien, font du suivi de dev, donc les PO notamment. Faut essayer de les embarquer dans le sujet, puisque c'est eux, au final, qui vont devoir, en grande partie, aller débugger tout ce qui ne va pas sur l'accessibilité, améliorer les choses. Donc voilà, c'est important de les emmener sur le sujet. Et enfin, comme le disait Tanguy, c'est aussi intéressant de travailler sur les process, l'organisation interne, comment je vais m'assurer que l'accessibilité, elle va continuer à être intégrée, comment je vais former les nouveaux, choisir mes prestataires, en gros, comment je fais pour m'assurer qu'on ne va pas régresser sur le sujet. Parce que ce serait dommage d'avoir fait des efforts pour atteindre un bon taux d'accessibilité, et si un an plus tard, il n'y a plus rien qui suit et que le taux a baissé, ce serait dommage. Donc, il faut réussir à inclure l'accessibilité à toutes les étapes du projet, auprès de tous les interlocuteurs. Mais voilà, ça se fait dans la durée, en fil rouge. Et comme l'a bien dit Tanguy, c'est pas être accessible à 100% dans 6 mois qui compte, mais c'est vraiment de l'inclure dans l'organe. Donc chez Boulanger, ça a été notamment avec l'équipe transverse. Mais après, c'est à chacun de voir dans sa propre organisation comment faire au mieux. Voilà en gros la to-do list de l'accessibilité pour démarrer un projet accessibilité. Je vais laisser Mathieu nous faire le petit mot de la fin. Merci Maëlys, merci Tanguy. Alors oui, on a été très avant. Je suis souvent coutumier du fait qu'on va essayer de faire tout. En fait, ce que je voulais surtout évoquer pour finaliser un petit peu ce webinaire, j'aurais dit que alors, on a parlé de pourcentage d'accessibilité. Évidemment, vous pouvez le suivre. C'est super important. Je pense que ça permet d'intégrer tout ça dans les process et c'est extrêmement important. Il ne faut pas négliger le fait que si vous faites ça, c'est quand même pour des vrais utilisateurs. N'oubliez pas de les impliquer dans la démarche. Il y a des possibilités de faire ce qu'on appelle, nous, du handy-tested. C'est de faire tester votre site par des vrais utilisateurs. Et donc, voilà, c'est vraiment le sujet, c'est de se dire, à la fois, vous pouvez le contrôler avec un certain nombre de critères qui sont extrêmement rigoureux. Il faut aussi mettre en œuvre des utilisateurs pour qu'ils soient directement impliqués dans la démarche, à la fois en amont, pendant et en aval. Et peut-être le mot de la fin, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres, de sous. C'était une question que je me posais par rapport à ce que les gens peuvent se dire, qu'est-ce que ça coûte ? Et sachez que la règle générale, c'est que souvent à la fin d'un projet, on me dit en fait, ça m'a coûté moins cher que ce que je pensais au départ. Alors peut-être que Tanguy peut confirmer cet a priori, mais c'est sur la majorité des personnes avec lesquelles et des structures avec lesquelles on a travaillé. C'est le fait que, en fait, soyons itératifs et soyons simples, avançons sur le sujet, ne prenons pas ça comme étant une énorme montagne à franchir, mais comme étant des petites étapes, les unes derrière les autres, à franchir. Peut-être, Tanguy, que tu puisses juste valider le fait que je ne dise pas de bêtises sur la partie budgétaire. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est sûr que j'en parlais au début. Quand tu ne maîtrises pas un sujet de toute façon, un, tu as beaucoup d'appréhension, et deux, tu t'en fais une montagne et forcément tu dis que ça va te coûter un bras, entre guillemets. Et au final, là, nous, en tout cas pour nos sites desktop et mobile et notre front de commerce, on était déjà en phase de refonte graphique. Et donc, c'est ni plus ni moins que continuer d'intégrer ces bonnes pratiques de code et ces bonnes pratiques UI, donc dans nos maquettes, dans nos développements, et puis y veiller au quotidien, quoi. Donc, effectivement, voilà, tu as bien résumé la situation. Beaucoup d'appréhension au début, que ce soit pour la charge, mais même en temps de développement humain et en coût euros. Et au final, pour l'instant, uniquement sur la partie desktop et mobile, ça tient la route. Merci Tanguy. Et donc le dernier mot de la fin, pour moi, c'est à vous d'agir maintenant, parce que c'est vraiment important. Et là, je pense particulièrement aux personnes qui sont en situation de handicap et qui n'attendent que de pouvoir consommer et acheter sur vos applications et sur vos sites internet. Merci à tous en tout cas pour cette écoute et au plaisir d'en échanger prochainement. Merci et merci Tanguy. De